12 Game Changers. Amel Ramdan, François Moulek, 12 heures non-stop pour s'inspirer, comprendre et apprendre. Comment changer le game ? Il paraît que le secteur de la restauration se porte moyen. Mais pour eux, franchement, ça a l'air de plutôt bien rouler. Ils sont passés en un temps record d'un food truck, vous savez, ces camions qui font de la restauration dans la rue, à 4 restaurants dans Paris et bientôt 5. Leur secret, la fusion. D'abord, la fusion de 2 cuisines, la cuisine africaine et la cuisine asiatique. Autant dire que quand ils vous parlent de voyage culinaire, vous pouvez les croire. Mais aussi la fusion de 2 cultures, leur culture. Et c'est sûrement ça qui fait leur succès avec un maître mot, authenticité. Du coup, on avait très envie de les recevoir aujourd'hui car on pense qu'ils sont les mieux placés pour répondre à la question que tout le monde se pose. Le mélange est-il la nouvelle clé de la réussite ? Aïssata Fané et Julien Dohan, bonjour. Bonjour. Bonjour Aïssata, bonjour Julien. Être restaurateur en 2023, est-ce que c'est faire de la nourriture pour les autres ou c'est créer une expérience ? Alors, je pense que c'est un mélange des deux. J'ai bien entendu ce que vous avez dit par rapport au mélange et c'est un mélange de plein de choses. La restauration, évidemment, c'est faire plaisir aux clients à travers les plats, à travers ce qu'on propose, à travers l'expérience même culinaire et l'expérience aussi gustative, mais toute l'expérience qui va être visuelle, la décoration, l'ambiance, l'accueil, toutes ces choses-là, c'est vraiment très important et c'est au cœur de Savane et Mousson. Et nous, on a une originalité aussi, c'est-à-dire qu'on va vraiment essayer d'apporter quelque chose de différent, même au niveau de la communication, de ce qu'on va essayer de véhiculer auprès de nos clients. Et c'est ça qui est vraiment un changement pour nous. Mais justement, ce qu'on voit, c'est que vous êtes en plein essor, alors que beaucoup de restaurateurs parisiens aujourd'hui connaissent des difficultés. Et on se demande, est-ce que ça repose exclusivement sur votre maîtrise du marketing ou sur la cuisine que vous proposez ? Ça repose sur la cuisine, évidemment, parce qu'il faut bien sûr que les clients, une fois qu'ils aient apprécié notre marketing, puissent revenir dans notre restaurant. Mais après, il y a une grande part aussi sur le marketing. Il faut vraiment pouvoir se renouveler, proposer quelque chose de différent, proposer quelque chose d'attrayant aussi au niveau de la communication. Et c'est vrai que les restaurants qui ne se réinventent pas et qui aujourd'hui ne sont pas présents digitalement sur les réseaux sociaux et qui n'ont pas transformé leur manière d'acquérir leurs nouveaux clients, eux, peuvent avoir des difficultés. Alors que nous, pendant la crise du Covid, on s'est dit que justement, il n'y avait pas beaucoup de restaurants qui communiquaient et qui mettaient en avant leurs produits. Et on a saisi cette opportunité-là. On a essayé de transformer le Covid en opportunité. Et c'est vraiment la clé. Ça a été le digital, le marketing, la communication et toutes ces choses-là qui nous ont permis de nous en sortir jusqu'à aujourd'hui. Qui est le spécialiste de tout ça chez vous ? C'est un peu nous deux. On a des idées. Moi, je suis plus celui qui a les idées et Aïssata, celle qui va réussir à faire les choses de manière jolie, qui va réussir à faire les belles vidéos. Ça, c'est quand on a commencé, quand on était tous les deux. Et depuis, on a recruté une super équipe en communication qui nous aide et qui nous assiste. Et même des fois, ils lancent des projets sans qu'on leur demande. Là, en exclusivité, on peut vous le dire, on va faire une collaboration avec Frédéric, le gagnant de Koh-Lanta, sur la carte des cocktails parce qu'il compte ouvrir son bar à cocktails. Et du coup, ça, c'est un projet qu'elle nous a présenté hier durant la réunion mensuelle qu'on fait avec nos managers. Elle dit j'ai dégoté un super partenariat, je voulais vous faire la surprise et tout. Du coup, aujourd'hui, c'est à la fois nous, mais aussi notre équipe qui est derrière nous, qui nous aide à développer tout ça. Pourquoi vous n'avez pas développé juste plusieurs food trucks ? Ça aurait pu être plusieurs food trucks. Nous, à l'origine, quand on a commencé avec Savane et Mousson, on a commencé avec un traiteur événementiel. Donc après, quand il y a eu la crise de Covid, évidemment, on ne pouvait plus faire d'événements. On ne pouvait plus être aussi nombreux que par le passé. Donc quand on a vu le nombre de personnes qui participaient à l'événement passer de 120 personnes à, par exemple, 5 ou 6 personnes, on s'est dit qu'il y avait un souci. Un énorme souci. Et à ce moment-là, on s'est dit qu'on allait évidemment développer la partie food truck parce que du coup, c'est une offre qui est beaucoup plus stable, scalable, qu'on peut envoyer facilement à emporter et qui est Covid-proof, Covid-friendly surtout. Et quand on a lancé ça, ça a directement marché parce que du coup, ça s'y prêtait bien pendant la crise du Covid. Mais je pense que la partie où on a été, entre guillemets, le plus fort, c'est la partie restaurant, avec un produit original qui est le California Roll fusion afro-asiatique avec ses sushis avec des saveurs africaines, des sauces. Pourquoi vous m'en avez pas amené, en fait On aurait pu, mais c'est une raison de plus pour vous pour venir à nos différentes adresses, justement. Avec plaisir. Mais on aurait pu développer cette partie food truck, mais je pense que le plus simple et le plus sympa pour nous, ça a été vraiment de développer la partie restaurant
restaurant parce qu'on avait des équipes qu'on pouvait former rapidement, facilement. Et c'est vraiment ce vers quoi on aimerait tendre, donc se développer encore plus sur cette partie-là et nous dupliquer sur toute l'Île-de-France par la suite. Vous avez une croissance qui est plutôt rapide. Comment vous êtes passé de 2 entrepreneurs amis, je ne sais pas si vous étiez amis peut-être avant, à d'un coup manager d'équipe de plusieurs restaurants, etc. Comment on passe l'échelle et on réussit à dupliquer tout sur les restaurants? On se rappelle encore de notre premier recrutement. C'était dur. On veut bien comprendre, on veut bien connaître. Passer de 2 à 3, déjà, ça a été vraiment une étape. On se disait, mais comment on va faire pour faire comprendre à cette personne tout ce qu'on a envie de faire? Et je pense que la clé du succès, en tout cas sur nos recrutements à nous, c'est qu'on est passé par vraiment tous les métiers avant de recruter. C'est-à-dire que nous, la première année de Savane et Mousson, on n'avait pas d'employés, on n'était vraiment que tous les deux. Donc ça a passé par tous les métiers, c'est-à-dire des courses, l'approvisionnement, la vaisselle, aller sur place, faire le service traiteur auprès des clients, donc pour bien comprendre ce qu'ils voulaient. Et en fait, une fois qu'on a compris tous les aspects du métier et qu'on avait vraiment tout bien renseigné, là, on se disait, OK, si on met quelqu'un à notre place, au moins, on pourra comprendre ses difficultés, ses problématiques au quotidien. Et on ne sera pas le type de patron qui, entre guillemets, rentre dans la cuisine et qui ne comprend pas les difficultés de ses cuisiniers parce qu'il ne l'a pas vécu, tout simplement. On ne voulait vraiment pas être ce genre de personne. Et aujourd'hui encore, je pense qu'on a cette légitimité auprès de nos équipes parce que forcément, on est passé par tous ces métiers-là. Et ils nous en remercient, en fait, finalement. On les comprend, on les conseille et surtout, on les accompagne quand ils ont des difficultés à réaliser leur plein potentiel. Et on a vraiment des talents... aujourd'hui, on est quand même nombreux. On est une trentaine, 32, je crois. Oui, quand même. En combien de temps En 3 ans, du coup, pour le coup. C'est beau. Du coup, c'était une belle croissance. On l'a vécu, hein, franchement, on l'a senti passer parce que c'était que des hauts, des bas. Enfin, en même temps, c'est l'entrepreneuriat. Mais le fait que, justement, on ait de la légitimité aux yeux de nos équipes, je pense que ça aide beaucoup, surtout dans le secteur de la restauration. Et quand on n'est pas issu de ce milieu, je pense qu'il faut vraiment mettre la main à la pâte pour bien comprendre et pour pouvoir avancer sereinement. Pourquoi vous êtes venu dans ce milieu ? Parce que en fait le parcours, en fait on a fait tous les deux une école de commerce. C'est là où on était dans la même bande de potes, on est devenus amis et on a fait chacun un stage. On a fait d'abord un voyage. Moi je suis parti en Afrique et Sata elle est partie en Asie. Et en fait quand on est revenu de nos voyages respectifs, on s'est dit c'est marrant, en fait on mange la même chose mais cuisiné différemment. Du coup de là déjà on avait eu cette idée de y a un truc à faire autour de ça. Ensuite on a intégré chacun nos stages respectifs comme on était étudiants en école de commerce. Moi je travaillais à la BNP en finance et Sata chez Altran en conseil en stratégie. Et en fait au bout de je crois 2 ou 3 mois on s'est dit mais en fait ça peut pas être ça notre vie, aller au bureau à 9h, la faire des PowerPoint et apprendre du raccourci clavier. C'est ça. En fait, on voyait les gens que, en fait, des fois, moi je parlais avec mes collègues, je disais, ouais, ça fait 7 ans que je fais ça, 8 ans que je fais ça, mais genre, c'est pas possible. C'est ça tous les jours et tout, c'est pas possible. Du coup, on s'est dit, viens, et Sata, on lance un truc. Et de toute façon, là, on a entre guillemets rien à perdre, on est encore jeune, on est étudiant, et au pire, si jamais ça rate, on pourra se réorienter, on n'a rien à perdre. Du coup, on s'est lancé comme ça. C'est quoi le tout premier truc que vous avez lancé ? Le tout premier truc qu'on a lancé. Le tout premier, enfin, c'est même pas le que vous avez lancé, c'est le tout premier truc que vous avez fait le jour où vous avez décidé que Altran et je me souviens plus de BNP. Et BNP, vous avez dit stop. Vous êtes mis dans la cuisine, vous êtes dit ok, alors comment on fait ? C'est exactement ça. C'est vrai ? C'est exactement ça. On s'est mis dans la cuisine et on s'est dit à quoi ça doit ressembler une fusion de ces deux cuisines. Et là, on s'est mis à faire des recettes entre nous. On était tous les deux, on réfléchissait, etc. Quand est venue l'idée, évidemment, de faire un assemblage de sushis, parce qu'on s'est dit, l'ingrédient commun, c'est quand même le riz. Mais comment le mettre en forme pour que ce soit assez ludique, pour que les gens puissent apprécier et en même temps que ce soit facile à manger, pratique, sous un format un peu finger food. Et quand on a eu l'idée de le faire sous forme de sushi, on se disait, mais c'est incroyable. En fait, l'idée, elle est juste tellement bien trouvée, ça va tellement bien ensemble que les gens vont vraiment apprécier ce produit. Et c'est le premier produit qu'on a créé et c'est encore le produit pour lequel on est connu aujourd'hui. C'est vraiment notre produit d'appel. Aujourd'hui, quand on pense à Savane et Mousson, forcément, on pense à ces California Rolls, même si aujourd'hui, on a plein d'autres recettes. Les gens, quand ils pensent à nous, ils se disent « Ah oui, c'est vrai, c'est eux qui ont créé les premiers sushis africains au monde, je pense. » Entre les premiers qu'on a fait et ceux de maintenant, on les a quand même améliorés aussi. Évidemment, il y a eu des améliorations.
Et après, on a testé ces sushis lors d'un festival qui s'appelle le Festival international du sushi pour lequel on a été sélectionné. Alors qu'on n'avait pas... international du sushi. Ah non, mais attendez, l'histoire est dingue parce qu'on n'avait pas encore créé la boîte et on a été sélectionné par le concept, par l'idée, par les photos, par justement tous les visuels qu'on avait créés. Ok, mais avant ça, qui vous avez validé ce concept ? Nos parents, nos familles, en fait. Ça a été vraiment un travail où je me disais, il faut que ma mère, elle aime ce que je propose parce que sinon, ça va pas aller. Parce que je me disais, il fallait pas trop qu'on s'éloigne non plus des traditions. Il fallait que ça reste quand même quelque chose qui en goût se rapproche de la cuisine africaine. Et Julien, c'était pareil avec vis-à-vis de la vie de son père. Et donc, on essayait de faire goûter à nos familles, etc. Donc, pour qu'elle valide les plats. Et effectivement, lorsqu'on est allé à ce festival, il y avait 10 000 personnes. Nous, on était à notre stand, on avait ramené toute notre famille en soutien face à tout ce monde. Et ça a été un carton. Et c'était notre premier chiffre d'affaires et c'était la première fois qu'on exposait nos produits aux yeux du public. Et quand on a vu leur réaction, quand on a vu le bonheur qu'on procurait aux gens, on s'est dit, OK, Julien, je pense qu'on tient quelque chose. Et de là, en fait, on ne s'est pas arrêté. On s'est lancé dans l'entrepreneuriat alors qu'on était encore étudiant. Et quand on a fini nos études, c'était déjà trop tard, entre guillemets, pour arrêter parce qu'on avait déjà des engagements, déjà des salariés, déjà même quasiment un restaurant qui ouvrait. Et du coup, c'est là où quand vous posiez la question, qu'est-ce qui vous a fait changer, entre guillemets, votre parcours ? On n'a pas vraiment changé, on a fait le truc. Et finalement, quand on a fini nos études, on était déjà dedans avec des engagements. Moi, je trouve personnellement que cette histoire est géniale. Alors, dans ce 12-12, il y a un principe. Nous, on pose des questions. Très intelligente, comme vous avez pu le remarquer. Mais celles et ceux qui nous regardent posent aussi des questions, et c'est maintenant. Le 12-12 Game Changer, vos questions. Alors, première question, Aïssata et Julien. Quelles sont les erreurs à ne pas faire quand on veut se lancer dans la restauration ? Alors, moi, je pense que l'erreur qu'il y a beaucoup de gens qui font, après, ça c'est la méthode Savane et Mousson, mais l'erreur que beaucoup de gens font, je pense, c'est de tout vouloir acheter tout neuf dans un secteur qui en fait n'est pas fait pour que vous réussissiez finalement. Parce que quand on regarde l'industrie de la restauration, il y a quand même des agents immobiliers qui vivent de la revente de fonds de commerce, du coup qui vivent quelque part de la faillite de certains restaurateurs. Tous les frigos, le matériel que vous achetez à Métro, ils vous le garantissent 5-10 ans, mais ils en vendent tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a bien des gens qui ouvrent, qui achètent des frigos, qui bazardent tout et on rachète de neuf pour faire exactement la même chose. Du coup, nous, quand on a commencé, c'était un peu dans la période du Covid, tout le monde fermait son restaurant. Et du coup, en fait, on a racheté plein de trucs pour quasiment 1/10 du prix. Et en fait, on a été hyper économe sur nos premières dépenses parce qu'on a commencé, on n'avait pas d'argent, on avait nos payes de stage. Et en fait, comme on était étudiant, la banque, elle ne pouvait pas nous prêter de sous. On avait déjà notre prêt étudiant sur le dos. Si on disait en plus, vous nous prêtez pour qu'on ouvre un resto, là, ils auraient regardé. Et du coup, vous avez financé ça comment ? On a financé ça grâce au premier bénéfice du service traiteur. En fait, on demandait des acomptes aux clients pour réaliser la prestation. Et ce sont ces acomptes-là qui finançaient en fait le besoin en trésorerie de l'entreprise. Et au bout de 6 mois, en fait, on s'est rendu compte tout simplement que l'entreprise commençait à avoir suffisamment d'argent pour pouvoir se lancer par elle-même. Bootstrap. Exactement, on a bootstrappé. Génial. Moi, je vous écoute depuis tout à l'heure. Franchement, je suis ébahi. Vous avez eu une stratégie, un mode de fonctionnement qui est assez... game changer. Ouais, qui est vraiment game changer. On a vraiment bien fait de vous inviter, à part le fait que vous êtes venus les mains vides. Mais autrement, c'est bien. Alors, deuxième question, quand on est jeune, comment se démarque-t-on sur les réseaux sociaux d'une concurrence féroce qui est en place depuis plusieurs années ? Et quel est l'algorithme à respecter ? Est-ce qu'il y a un algorithme à respecter déjà ? Oui, je pense qu'il y a tous les réseaux sociaux sont différents. On ne va pas parler de la même manière quand on est sur LinkedIn que quand on est sur TikTok. Là, vraiment, je prends les deux extrêmes. Nous, ce qui a marché pour nous, c'était vraiment d'être ultra transparent et ultra... nous-mêmes. On n'a pas essayé d'être quelqu'un d'autre. On a essayé de montrer vraiment les difficultés qu'il y avait au quotidien. Et c'était un peu, quand on a construit Savane et Mousson, c'était un peu quand on montrait sur les réseaux sociaux, on montrait vraiment toutes les étapes jusqu'à la réussite, par exemple, de l'ouverture de nos restaurants, toutes les difficultés qui sont liées aussi à tout ça. Et on les a vraiment dit avec vérité. Moi, je me rappelle d'un moment où je me suis dit, vraiment là, j'ai vraiment réussi à construire une communauté. C'était sur LinkedIn. Je cherchais absolument
une personne pour nous aider sur le pôle administratif parce qu'on commençait à avoir beaucoup de choses à gérer, plein de problèmes administratifs qui s'ajoutaient, des courriers, etc. Et je me disais, mais là, il faut vraiment qu'on trouve une personne pour nous aider. Et j'avais écrit ce problème-là sur un post. Et du coup, il s'est passé plusieurs semaines avant que je trouve. Et quand j'ai trouvé, j'ai fait un post en disant « Je suis trop contente, j'ai trouvé la personne qu'il nous faut, elle rejoint l'équipe, etc. » Et j'ai eu des gens qui m'ont envoyé des messages en me disant « Mais tu sais que moi-même, je suis soulagée que tu aies trouvé. » en fait. Je disais, exactement. Et les gens, ils sont soulagés. Et je me suis dit « Mais le mot soulagé, il est fort. Quoi. Ils ont vraiment vécu le truc. » Ça veut dire que moi, pendant 2 semaines, quand je faisais passer les entretiens, eux aussi, ils se disaient « Mais alors, est-ce qu'elle va vraiment trouver la personne ?» Et je pense que c'est là où on a été fort, c'est qu'on a vraiment partagé des vrais problèmes. Les gens, quand ils pouvaient nous aider, ils nous aidaient. Et quand on a réussi, ils étaient contents de partager la réussite avec nous et ils étaient contents de suivre et de voir qu'est-ce que cette personne va apporter réellement dans l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va pouvoir apporter à Aïssata dans l'entreprise. Parce que finalement, aujourd'hui, c'est ça. En fait, les gens nous reconnaissent dans nos restos, ils nous reconnaissent parfois même dans les magasins quand on se promène. Et du coup, on se dit, on a vraiment réussi à faire fonctionner ce qu'on appelle le personal branding sur nos réseaux sociaux. Et je pense que les gens, s'ils viennent manger Chavannes et Mousson aujourd'hui, c'est parce que on a réussi à leur transmettre notre passion et on a surtout réussi à leur raconter l'histoire que nous, en fait, on vit au quotidien et qu'ils suivent tous les jours. Alors, nouvelle question. Est-ce que vos clients satisfaits, entre parenthèses, sont un bon vecteur de communication pour vous ? Ouais, franchement, les clients satisfaits, c'est les meilleurs. Ouais, c'est le bouche-oreille. Franchement, dans la restauration, c'est ce qui marche le mieux. Du coup, on l'a beaucoup ressenti quand on a ouvert à Saint-Maur, parce que Saint-Maur, c'était... en fait, pour vous faire l'historique, il y a eu le Covid. Du coup, nous, on avait déjà signé le bail pour récupérer le local de Saint-Maur. Du coup, on s'est retrouvé parachuté dans un local sans pouvoir exercer de l'activité traiteur. Du coup, on avait notre premier crédit sur le dos, on commençait à avoir des employés, tout ça, on commençait à avoir des charges, il n'y avait pas que nous deux. Du coup, on s'est dit, en fait, il faut qu'on ouvre un point de vente à emporter pour la restauration. Et en fait, on n'a pas le choix, il faut que ça marche. Et du coup, on prenait vraiment le temps avec nos premiers clients. Les premiers clients, je me rappelle, c'était moi et Aïssata qui cuisinions, qui les accueillions. Les premiers clients, on les a vraiment chouchoutés. Et en fait, aujourd'hui, c'est nos meilleurs ambassadeurs. Des fois, ils viennent nous voir dans le dernier restaurant qu'on a ouvert à Enghien. Ils nous disent, en fait, moi, j'étais le premier client qui était à Saint-Maur. Je me rappelle même, à chaque fois qu'on ouvre un plan de vente, on prend une photo avec le premier client, il a des cadeaux et tout ça. Et du coup, ce genre de relation qu'on a avec notre clientèle, et des fois, même à l'échelle du traiteur, parce qu'en fait, Chavannes et Mousson, aujourd'hui, on a un food truck, on a du traiteur, etc. Ça veut dire que des fois, même un client qu'on a bien accueilli, derrière, il nous appelle pour qu'on fasse son mariage. Du coup, on partage un moment de sa vie. Enfin, on se dit pas que la première fois, quelqu'un a pris un 5 à emporter, qu'il a payé une vingtaine d'euros, on va être là le plus beau jour de sa vie, on va participer, on va rencontrer. Il nous présente ses parents, il nous présente ses enfants, des fois, quand il en a et tout. Et en fait, cette relation qu'on a avec nos clients, je pense que c'est ça qui a fait qu'on a des ambassadeurs de la marque Chavannes et Mousson aujourd'hui et qui nous a permis d'arriver là où on est aujourd'hui. J'avais presque envie de rebondir sur ce que vous venez de raconter, mais en fait, la question d'après va rebondir d'elle-même. Votre parcours dans la restauration est-il transposable dans d'autres business ? Moi, je crois que la réponse est oui, mais... je pense que oui. Je pense que notre plus grande force avec Julien, c'est pas d'être des très très bons restaurateurs, c'est pas d'être des très bons cuisiniers, etc. C'est la force, c'est des deux. En fait, on est deux personnes ultra complémentaires et ultra motivées. Et je pense que c'est vrai que si ça avait été dans n'importe quel autre business ou dans n'importe quelle autre industrie, je pense qu'on aurait trouvé une manière à nous deux de combattre cette industrie, parce que la restauration, c'est vrai qu'on n'y connaissait rien. On s'est lancé sans vraiment connaître ce business-là. Et au final, on y a pris goût, on l'a pris comme un jeu. On s'est dit qu'il fallait qu'on arrive à faire notre place et qu'on arrive à légitimer notre idée, notre identité, nos origines à travers ce projet. Et c'est vrai que quand ça a commencé à marcher, on s'est dit, mais en fait, c'est ce qu'on aime, c'est bien sûr entreprendre, c'est la restauration, etc. Mais qu'en est-il si on lançait un autre business ? Est-ce que tu penses qu'on aurait réussi aussi ? Et c'est vrai qu'on s'est dit, ouais, pourquoi pas ? Enfin, en fait, on se pose vraiment la question, on se dit, si ça avait été un autre business aussi, je pense que le fait d'avoir ces profils un peu complémentaires, ça nous aurait aidé à réussir. Ok. Et la question d'après, c'est, estimez-vous avoir réussi ? Je te laisse répondre. Moi, je suis un peu un éternel insatisfait. Ça veut dire que dès qu'on a ouvert le restaurant d'Enghien, moi, mon idée, c'est quand qu'on va ouvrir le prochain. Alors qu'Aïssata, elle est plus, non, attends, viens, on fait fonctionner celui-là
correctement, on va au bout des choses, on développe tout ce qu'on a à développer. Du coup, je pense qu'avec Aïssata, on n'a pas la même vision de la réussite. Et je pense que la réussite, c'est aussi subjectif. Moi, je sais que moi, j'ai pas l'impression d'avoir forcément réussi, mais quand je vois... quand mon père, il me regarde, parce qu'au début, quand il me disait, oui, t'as fait une école de commerce, une école d'ingénieur... tu te mets à rouler de sushi, tu te fous de ma gueule. Et là, du coup, juste le fait qu'il ait changé ce discours, ça... Ouais, déjà une réussite pour moi, en tout cas. Parce que tu as fait une école d'ingénieur aussi. Oui, c'est ça qu'on n'a pas dit. Du coup, en fait, nous, avec Aïssata, en plus de ça, on a fait des parcours un peu compliqués. Moi, on a fait l'EM Lyon tous les deux. Et en parallèle de l'EM Lyon, moi, j'ai fait l'école centrale. Et Aïssata, en parallèle, elle a fait Sciences Po. Et en parallèle de tout ça, on a fait Savane-et-Mousson. Non, mais comme quoi, les études, ça sert à rien. Quoi. Est-ce que vous auriez pu faire une école de cuisine ou une école hôtelière? Mais non, en fait. Franchement, c'était compliqué. En plus, quand on dit qu'on a fait Savane-et-Mousson en parallèle de nos études, c'est vrai qu'on oublie de mentionner les études, mais c'était vraiment des études hyper prestigieuses, c'est-à-dire que c'était exigeant, c'était chaud. Moi, dans ma classe, je voulais vraiment que personne ne sache que je fais Savane-et-Mousson parce que j'avais l'impression que si les gens savaient, ils se seraient pas forcément mis en classe avec moi sur les travaux de groupe parce qu'ils se seraient dit oui, mais elle bâcle son travail ou quoi que ce soit. Et pas du tout. En fait, je me suis rendu compte que ça me rendait encore plus productive. Et au final, j'ai eu des super notes, quoi. Et quand ils ont découvert, mon prof, il a dit, mais tu faisais tout ça et en plus, tu faisais Savane-et-Mousson. Mais j'y crois pas, quoi. C'est incroyable. Est-ce que vous avez l'impression d'être des gens exceptionnels ou pas? Non, je pense pas qu'on parce que des fois, en fait, c'est ça qu'on là, par exemple, on est assis, on est bien accueillis dans le co, on enregistre une émission à la radio et tout ça. Enfin, là, on se dit, ouais, on a une vie cool et tout. Mais des fois, on se retrouve dans des situations. Je dis, mais Aïssata, comment il y a 10 heures, on était là en train de parler dans une radio. Et là, on se retrouve à pousser une voiture sur le route. Il y a un truc qui va pas. Et en gros, c'est ça, Savane-et-Mousson, c'est des hauts et des bas. Là, Aïssata, elle mentionnait qu'elle était en école. Des fois, elle suivait des conférences à Sciences Po. En même temps, elle était en train de faire la vaisselle et tout ça, ou en train de cuire un yassa, un mafé. Parce que c'était la période où tout était en visio à cause du Covid. Du coup, Aïssata, à chaque fois, elle coupait sa caméra. Elle disait oui, allume la caméra. Du coup, Aïssata, elle prend son ordi, elle sort de la cuisine, elle s'installe au bureau comme si rien n'était, alors qu'elle est encore en table. C'est n'importe quoi. Alors, une autre question. Pensez-vous que votre modèle peut fonctionner à l'étranger ou dans d'autres capitales européennes? Je pense que oui, parce qu'il y a des pays qui sont très ouverts culturellement comme l'Angleterre. La ville de Londres, c'est hyper mélangé. Mais surtout, je pense que le pays ou la ville où ça marcherait le mieux, ce serait aux États-Unis, à New York, où il y a vraiment cette culture blasienne. C'est vraiment quand on s'est lancé avec Savane-et-Mousson, on s'est dit, mais dans le monde, ça existe vraiment cette culture-là. Il y a vraiment ce mélange afro-asiatique qui existe déjà dans certains pays, et encore plus aux États-Unis, à New York. Et on s'est dit, c'est vrai que si un jour on voulait s'exporter, on penserait déjà à Londres et aux États-Unis. Mais notre rêve ultime, je pense que là où on aurait le sentiment d'avoir réussi, parce qu'on me posait la question tout à l'heure, c'est si un jour il y avait un Savane-et-Mousson en Afrique et un autre en Asie. Là, je me dirais exactement ce que j'allais dire. Ouais. Ça serait trop bien. Ça serait vraiment génial. Est-ce qu'il y a des outils que vous utilisez qui vous permettent d'accélérer votre développement? Oui. Alors, franchement, je pense que l'outil numéro 1 que tout entrepreneur devrait utiliser, c'est Notion. Je ne sais pas si vous connaissez Notion, mais Notion, ça permet vraiment de vider sa tête. En fait, nous aussi, on avait comment on s'organisait avec Aïssata. En fait, on absorbait beaucoup de charges de travail auprès de nos employés. Ça veut dire qu'ils nous appelaient toutes les 5 minutes. On disait, ouais, Julien, c'est où ça, c'est où c'est... Maintenant, tout est sur Notion. Dès que j'ai une question, pour plus qu'on la repose, c'est sur Notion. Ça veut dire que les gens, avant de nous appeler, ils vont voir sur Notion. Ils vont voir sur Notion. Et ça, déjà, ça soulage énormément. Mais même en termes d'organisation, nous, on a des listes de courses, on a du staffing, on a des briefs à faire pour les prestations traiteurs, des inventaires, le suivi des heures sup des employés, toute la gestion RH et tout ça. Tout est sur Notion. Ce qui est bien, c'est que ça connecte avec son téléphone, avec l'ordinateur. C'est collaboratif. On peut donner des accès plus ou moins restreints en fonction des personnes avec qui on peut travailler. Et surtout, c'est gratuit. C'est un outil gratuit. Pour tout entrepreneur, je pense que c'est important de commencer avec ça. Et en tout cas, spécifique à la restauration, ce qui nous a vraiment aidé cette année, c'était Choco. C'est un outil qui permet ça fonctionne comme un WhatsApp, sauf qu'on parle avec ses fournisseurs directement. Et en fait, ça remplit automatiquement des listes de courses pour pouvoir passer ses commandes auprès directement des fournisseurs, et ils nous répondent OK, c'est validé, et le lendemain, hop... on peut vérifier les BL aussi. Ah oui, est-ce que c'est tout ça qui a fait aussi que vous avez pris une longueur d'avance sur vos concurrents, si vous avez des concurrents?
cette sais pas si nos approche, concurrents ils utilisent ces outils-là, mais c'est vrai que nous, comme on n'était pas issus du monde de la restauration, on a été obligés d'être inventifs et d'aller plus loin, au plus simple, au plus efficace, de processer. Julien, il parlait de sa formation d'ingénieur, mais je pense que lui aussi, il a l'esprit très, très cartésien. Il faut vraiment que tout soit organisé dans l'ordre, que ça suive une certaine logique. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a réussi à transposer dans la restauration. Et au-delà du métier de restaurateur, je pense que le métier qu'on a fait, c'est un métier de management, d'organisation. Et c'est ça qui nous a permis forcément d'aller un peu plus vite, je pense. Ouais. Alors, une autre question, est-ce que vos recettes sont déposées ou protégées et avez-vous peur d'être copiées ? En fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment déposer une recette en cuisine. D'ailleurs, nous, on a même écrit un livre de recettes. Du coup, on a donné notre recette à tout le monde. Si vous open source. Mais ouais, non, en fait, au début, on se posait beaucoup cette question. On a déposé quand même les premières recettes auprès de l'INPI. On a déposé les premières recettes, mais en vrai, une recette, tu rajoutes 2 grammes de sel, c'est plus la même recette. Du coup, tu peux pas vraiment protéger une recette. Mais en fait, le plus compliqué dans la restauration, c'est pas de garder ces recettes secrètes, c'est d'avoir une exécution tous les jours. Si tu fais un burger, tous les jours ton burger doit avoir le même goût. Nous, nos sushis, tous les jours, ils doivent avoir le même goût. C'est-à-dire que c'est des problèmes. C'est la constance, quoi. C'est la constance, mais c'est des problématiques d'approvisionnement, des problématiques RH, parce qu'il y a des êtres humains qui cuisinent derrière. Ça veut dire le jour où il n'est pas là, comment ça se passe, le jour où il est malade. Il faut que quelqu'un puisse le faire à la place et qu'il y ait le même goût pour ne pas décevoir les clients. Du coup, en fait, ce qui est dur dans la restauration, c'est l'exécution. Même si aujourd'hui, demain, avant, c'est ce qu'on se disait avec Aïssata, on disait, même hier, on a eu cette discussion avec nos managers. Ils nous disaient, ouais, mais imaginez que voilà, il y a quelqu'un qui vient, qui vous pique vos recettes, comment vous faites et tout. Je dis, s'ils veulent prendre nos problèmes avec, qu'ils les prennent. Moi, je leur donne 1 an de tenir des gens qui sont absents, des gens qui font ci, oui, on nous a pas livré les oignons à temps, tout ça. Ça, c'est des problématiques au quotidien qu'il faut être capable de gérer. Et je pense que, ouais, en fait, le secret, c'est la rigueur qu'on met derrière plus que ce qu'on met dans l'assiette. C'est comment on s'organise, comment on motive ses équipes, quelle relation on a avec ses équipes. Je pense que la recette, c'est une recette de management plus qu'une recette de cuisine finalement. Mais je pense que vous êtes irremplaçable. C'est ça aussi qui fait que vous ne serez jamais copié, non ? C'est vrai que je me dis, si quelqu'un veut nous copier, il faut qu'il trouve une savane, un mousson. Des t-shirts. C'est quand même un peu galère. Non, c'est dur quand même. Hein. C'est pour ça qu'on accentue vraiment à fond sur nos images personnelles, sur la marque personnelle. On essaie aussi de développer la marque employeur. On est les seuls aussi à avoir mis en place le dimanche des employés. Je crois que ça n'existe pas. C'est quoi le dimanche des employés ? Alors, c'est un tout nouveau concept qu'on a créé. Ça sort de nos têtes. Hein. C'est un jour dans le mois, à la fin de l'année en général, parce que c'est la période de Noël. On laisse les employés ouvrir un jour dans le mois. Et en fait, tous les bénéfices leur sont reversés. Donc, c'est une forme de prime. Mais c'est une prime. C'est cool de travailler chez vous. mais par contre, c'est pas vous ouvrez. Enfin, il faut aller faire les courses parce que il faut qu'ils bossent quand même. Il faut qu'ils bossent. Il faut que vous allez faire les courses. Il faut que vous mettiez en relation avec l'équipe communication pour annoncer que c'est un jour spécial. Que par exemple, d'habitude, on est fermé, mais qu'aujourd'hui, on est ouvert exceptionnellement et que c'est le jour des employés. En fait, c'est une manière pour nous de montrer aux différents métiers que en fait tout le monde est utile dans l'entreprise parce que si tu fais les meilleurs sushis du monde mais qu'il n'y a personne qui communique sur ton ouverture, tu vas les faire pour personne. Ou si toi tu communiques super bien mais que tu n'as pas de cuisinier derrière, les gens ils vont venir, ils vont être déçus. Du coup en fait c'est aussi une manière pour nous de nous sortir de l'opérationnel et de voir comment nos équipes bossent ensemble et de leur faire prendre conscience aussi que vous êtes une équipe et que quand pendant le service elles te demandent de prendre en photo ce que tu fais, il faut que tu prennes le temps de lui faire un truc joli parce que c'est comme ça que tu as des clients et elle fait pas juste ça pour t'embêter pendant ton service. Et pareil avec les différents métiers, les livreurs, les gens à la compta, enfin tout le monde, il faut que vraiment ils bossent ensemble pour que ce jour-là soit une réussite et voilà. C'est top. Alors, question, quel conseil pour des jeunes qui souhaitent se lancer mais qui ont des parents qui sont pour de longues études ? Cachez-vous. On était dans notre cas. C'est vraiment totalement la question de... la réaction du père de Julien, elle en témoigne. Hein. Nos parents n'étaient pas pour du tout. Moi, ma mère, elle a vraiment jamais été vraiment pour pendant la première année. Elle se disait qu'on faisait n'importe quoi et que ça allait jamais marcher et que...
il fallait certainement... voilà. Et en plus, pendant le Covid, Julien, il était super content quand on avait vendu nos 100 premiers euros. Et ma mère, elle disait, mais en plus, tu fais ça pour 100 euros. Elle était désespérée. Et en fait, au final, ce qui est important, c'est qu'on a réussi à faire changer le regard de nos parents et qu'on a réussi à les rendre hyper fiers. Moi, je sais qu'une fois, on était passé dans une émission télévisée et cette émission a été rediffusée aussi dans mon pays d'origine, le Mali. Et les Maliens de ma famille ont appelé ma mère pour dire « Mais tu te rends compte, ta fille, elle est à la télé !» et tout. Et ma mère, elle était super fière. Elle dit « Ah oui, je sais. » Et là, je me suis dit « Ah ok, donc finalement, elle est quand même fière de moi. » J'ai réussi à changer son regard sur la chose. Et surtout, quand je la vois pitcher le concept, je la vois pitcher le truc, je lui dis « Mais c'est bon, en fait, j'ai réussi à changer son avis sur la chose. » Et finalement, les études, c'est une sécurité, c'est un filet de sécurité. Il faut quand même avoir un bagage... je pense, important au niveau académique parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et nous, on s'est dit, on finit le diplôme, on va jusqu'au bout des choses, même si on aurait été tenté d'arrêter avant. On s'est dit, on finit quand même ça, on sécurise et ensuite, on se lance pleinement. Mais c'était important quand même d'avoir ce filet. Mais après, pour répondre peut-être plus précisément à la question, il y a forcément un moment où soit tu le fais en cachette, soit ça clash un peu avec tes parents parce que tes parents, par définition, ils veulent ton bien, ils veulent que tu sois en sécurité. Et l'entrepreneuriat, c'est l'aventure, c'est la bagarre. Ça veut dire que si tu sens que tu as les épaules pour assumer ça, faut pas hésiter à aller contre la volonté de tes parents. Et voilà, et après, si ça réussit, tes parents ils seront fiers de toi. Si ça rate, par contre, tu pourras t'en vouloir qu'à toi-même. Mais en gros, l'entrepreneuriat, c'est dur, c'est un jeu, c'est un pari. Et il faut avoir conscience des règles du jeu avant de se lancer, quoi. Alors, une autre question. N'avez-vous pas peur d'une concurrence latino-suédoise plus sérieusement? Y a-t-il un concurrent cible? On peut tous les faire, comme ça. J'ai bugué une minute. Là, j'étais pas prête. Et c'est vrai qu'on pourrait penser à plusieurs types de fusions, mais nous, en fait, nos concurrents, c'est tous les restaurants, finalement. Nous, on se dit pas, oui, demain, s'il y a quelqu'un d'autre qui fait une fusion afro-asiatique, ce sera notre concurrent. Parce que finalement, au même titre que des restaurants de burgers sont nos concurrents, en fait, finalement, on est un restaurant, on est une cuisine, on est un restaurant de sushi aussi, parce que du coup, dans nos restaurants, on propose ça. Dans nos food trucks, on propose plutôt des pokéballs. Donc, est-ce que Pokawa non plus n'est pas notre concurrent finalement? Du coup, tellement qu'on a une offre qui est large, en fait, on se rend compte qu'on a des concurrents partout, mais faut pas que ça devienne trop une guerre. Au contraire, nous, à travers notre cuisine, on essaye d'éduquer les gens à aller vers d'autres restaurants africains, parce que des fois, les clients ne connaissent pas la cuisine africaine, et à travers notre cuisine, ils se mettent à aller dans d'autres restaurants de nos confrères, et nous, ça nous fait plaisir. Et inversement, dans les restaurants asiatiques, on voit qu'on a un petit peu d'influence. Du coup, les gens vont plus oser venir chez nous goûter, et si ça leur plaît, ils vont vraiment essayer d'aller découvrir d'autres cultures. Donc finalement, on est un moyen de faire découvrir une cuisine qui n'est pas connue à nos clients. Et donc, nous, ça nous fait extrêmement plaisir aussi si ça se passe de cette manière-là. Et en plus, j'ajouterais aussi que la restauration, c'est quand même un marché où tous les jours, tu as des nouveaux clients. C'est pas comme, un téléphone, tu as acheté Samsung ou tu as acheté Apple et tu le gardes 1 an ou 2. Enfin, tu as mangé un jour chez moi, le lendemain, tu peux aller manger chez quelqu'un d'autre. Du coup, si tu manges pas aujourd'hui chez moi pour aller là, c'est pas grave, tu viendras demain et voilà. Bon, en tout cas, moi, je voulais vous dire un truc, c'est que je vous connaissais pas avant que vous veniez, malgré tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, mais en même temps, j'ai des excuses. Je vous trouve super attachant. Je trouve que ce que vous faites, c'est génial. Je trouve que c'est un sans faute. Tout ce que vous avez expliqué, je pense que c'est une masterclass pour tous les entrepreneurs. L'idée de commencer avec ses petites mains dans sa cuisine, de faire tous les postes, d'organiser, d'automatiser, de communiquer. Franchement, je suis ébahi et je vous remercie vraiment d'être venu. Merci à vous, c'était un super moment. C'est passé hyper vite. J'ai l'impression que toi, t'as trop parlé. Non. En tout cas, vous êtes l'image du Game Changer. Merci, clairement. Le 12-12 Game Changer.